Bonjour Monsieur Purin, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Ça va Alhamdoulilah. bien. Il fait Ça. beau. Même chez nous, Oui, c'est plus il chaud fait toujours sûrement. beau au Maroc. Non, j'ai vécu 2 ans à Fès, hein, vous savez. Monsieur Purin, bonjour. Bonjour. Donc, Bon, on est très ravis que vous soyez parmi nous, Monsieur Purin. merci, merci. Gentil. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Le Centre de formation des inspecteurs de l'enseignement a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette conférence en ligne présentée par le grand didacticien Christian Purin. Nous remercions tous ceux qui sont présents sur cette plateforme. Nous vous informons que cette conférence sera enregistrée et mise en ligne sur le site du centre et sur sa chaîne YouTube. Nous vous invitons à la revoir et à la partager avec ceux qui n'ont pas réussi à nous rejoindre aujourd'hui. Notre rencontre se tient dans le cadre d'un ensemble de conférences organisées par un comité constitué d'inspecteurs stagiaires en 2e année. Le sujet d'aujourd'hui s'inscrit dans la thématique des langues cultures et s'intitule « La didactique scolaire des langues cultures, mise en œuvre de la composante coculturelle dans les séquences de classe ou unités didactiques pour jeunes apprenants ». C'est dans ce sens qu'intervient le grand linguiste et didacticien des langues étrangères Christian Purin. Bonjour Monsieur Purin, j'espère que Bonjour. vous allez bien. Ça va, la baisse. Nous sommes, nous sommes très honorés de vous accueillir aujourd'hui au Maroc, même si c'est juste à distance. Votre présence pendant cette séance nous réjouit. Merci. Cette conférence se veut interactive. C'est pourquoi nous avons prévu une petite discussion après la présentation de Monsieur Purin. Vous pouvez ainsi interagir tout au long de la conférence via le chat ou sur le groupe officiel WhatsApp. Notre équipe va se charger d'assembler vos questions pour les poser ou vous pouvez directement le faire en activant l'option main levée. Nous vous invitons aussi à visiter le site internet de Monsieur Purin. Vous y trouverez plein d'articles et de cours sur la didactique des langues cultures, sur l'approche actionnelle et sur bien d'autres sujets. Je vois bien que vous êtes nombreux à nous joindre maintenant. Soyez les bienvenus encore une fois. Avant de vous donner la parole, Monsieur Purin, Monsieur Moujahid, notre formateur au Centre de formation des inspecteurs de l'enseignement, nous a honorés par sa présence et tient à vous adresser un mot au nom de l'équipe pédagogique du centre. En plus, Monsieur Moujahid va nous faire une introduction sur les langues cultures et va assurer la modération tout au long de la conférence. Merci à vous tous. À vous la parole, Monsieur Moujahid. Merci Myriam, merci l'équipe qui s'est chargée donc de réaliser cette conférence à distance. Merci Monsieur Purin donc pour votre implication avec nous, pour votre présence. C'est un honneur pour nous. Alors, je commencerai donc par d'abord le mot du centre et donc au nom de l'équipe bien sûr pédagogique et administrative, et au nom des inspecteurs stagiaires du centre de formation des inspecteurs Rabat Maroc, nous tenons à remercier vivement M. Christian Purin d'avoir accepté notre invitation à cette conférence qui ne peut être qu'une valeur ajoutée au cursus de formation de nos stagiaires. Votre intervention, M. Purin, aujourd'hui aboutira sans conteste au développement et à l'enrichissement des compétences de nos stagiaires et à l'échange fructueux, surtout sur le plan professionnel et culturel. M. Christian Purin est un didacticien des langues cultures, polyglotte et professeur émérite de l'Université de Saint-Étienne. Il est auteur de 2 ouvrages, le premier est Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues, le deuxième est La didactique des langues à la croisée des méthodes, essai sur l'éclectisme. Sa générosité se voit à travers son site personnel www.christianpurin.com où il met tous ses cours et ses travaux au service des chercheurs et de la science. Il est également auteur de 4 essais et co-auteur de 5 ouvrages. Didacticien de renommée, nous nous félicitons de vous accueillir parmi nous. Soyez le bienvenu, M. Purin. Voilà, donc c'était le mot du centre. On est ravis, M. Purin, d'être parmi nous. Cette conférence va commencer par une sorte de contextualisation dans laquelle je vais essayer un petit peu de présenter
les grandes lignes qui sont en rapport entre la culture et la langue. Voilà. Alors, je vais commencer mon intervention par une citation d'Edward Sapir, extraite de son article The Status of Linguistics as a Science, où il dit « Les êtres humains ne vivent pas uniquement dans le monde objectif, ni dans le monde des activités sociales, tel qu'on se le représente habituellement. Mais ils sont en grande partie conditionnés par la langue particulière qui est devenue le moyen d'expression de leur société. » Comme on peut le constater dans cette citation, Edward Sapir semble distinguer entre deux syntagmes différents. D'une part, il affirme l'existence d'une réalité objective soumise à des représentations particulières, et d'autre part, il met en scène l'importance de la langue comme mode de communication capable d'interpréter et de se représenter le monde. De ce fait, des liens étroits semblent se tisser entre langue et réalité. De là, on peut constater, puisque, et là je cite toujours Edward Sapir, la langue est un moyen d'expression de leur société. La langue devient elle-même un phénomène culturel, comme le précise Claude Lévi-Strauss dans Linguistique et anthropologie, quand il dit, je cite, « On peut d'abord traiter le langage comme un produit de la culture. Une langue en usage dans une société reflète la culture générale de la population. La relation entre langue et culture sont dès lors profondément enracinées. La langue, comme système de communication propre à une communauté linguistique, est un système grammatical avec des règles bien précises de syntaxe, se lie fortement au concept de culture qui, lui, est l'ensemble des connaissances acquises qui sont mises en relation, structurées et synthétisées par un processus dynamique de la pensée. Les philosophes ont sérieusement traité le rapport entre langue, culture et pensée, à tel point qu'ils ont posé des questions sur l'apport de la langue dans la construction de la pensée et partant de la culture. Une question semble alors éclairer notre cheminement. La langue est-elle une condition sine qua non pour véhiculer la culture ou au contraire, elle se transforme en handicap? Pour répondre à cette question, alors on va la traiter à travers trois moments, trois temps. Le premier porterait sur le pouvoir de la langue, le deuxième sur la langue comme fondement de la culture, et le troisième moment serait les limites de la langue dans l'avancée de la culture. Pour le premier point, le pouvoir de la langue, on va le traiter à partir de deux points. Le premier, au commencement, fut le verbe. Le deuxième, on va s'intéresser à l'approche structuraliste. Donc le premier point, la première idée, le mot, donc nous avons dit au commencement fut le verbe, le mot est une entité qui a un pouvoir démiurgique que nous pouvons constater surtout dans le mythe biblique. En effet, le mot est à l'origine du monde. Là, je cite, « Au commencement était le verbe, et le verbe était Dieu, et le verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. » C'est le début de la première phrase. Ce sont les premiers mots que l'on trouve dans l'Évangile selon Jean. Le mot, dans ce sens, possède tout son pouvoir. Cette omnipotence du Verbe sera mise en exergue également par les sophistes au 5e siècle avant Jésus, par Gorgias dans Éloge d'Hélène quand il dit « Discours est un grand tyran ». On voit donc le pouvoir, cette omnipotence du discours. Le mot dès lors possède tous les pouvoirs et les philosophes ont pu alors s'y intéresser, comme c'est le cas pour le traitement de la proposition chez Platon, dans le Cratyle, chez Aristote par exemple, dans l'Organon à Port-Royal, chez Wittgenstein, chez les structuralistes, dans la pragmatique et dans l'analyse du discours. C'est-à-dire tous ces gens-là, linguistes, philosophes, se sont penchés sur l'analyse et sur le traitement, bien sûr, de la langue.
Les structuralistes, quant à eux, donc l'approche, là je suis au niveau de ma deuxième sous-partie, l'approche structuraliste. Le linguiste structuraliste, pourquoi le structuralisme? Parce que le structuralisme s'est beaucoup intéressé donc à la langue dans sa structure, si vous voulez, syntagmatique. Le linguiste structuraliste travaille sur un corpus qui est la manifestation matérielle de la compétence linguistique d'un ou de plusieurs individus. Le fonctionnement d'une langue dépend en effet de règles que les locuteurs appliquent individuellement sans avoir une conscience explicite du système dont elle dépend. Pour décrire ce système et en dégager les règles de fonctionnement, le linguiste observe tout d'abord les comportements linguistiques. Sur le plan didactique, l'apprentissage, surtout dans la méthodologie traditionnelle, selon la terminologie de Christian Purin, ici présent avec nous, s'orientait principalement sur l'acquisition des règles de production des syntagmes. Il s'agirait bien de l'apprentissage de textes littéraires et partant de culture. Néanmoins, la question culturelle était reléguée au deuxième plan. Ce qui intéressait beaucoup plus les structuralistes, c'était la langue en elle-même et sa structure. Si l'intérêt a été porté à la langue, celle-ci ne fonctionne que dans son rapport avec un ordre social, dans lequel la perfectibilité permettrait de la perfectionner et de faire d'elle le fondement de la culture. Et c'est ce que nous avons dit au début avec Lévi-Strauss lorsqu'il dit que la langue est un phénomène effectivement culturel et social. Ce qui nous mène à notre deuxième partie, la langue comme fondement de la culture, que je vais traiter à partir également de deux idées. La première, c'est la question de l'apprentissage de la culture par la langue, et la deuxième serait intitulée la construction langagière, la construction identitaire et la construction culturelle. Quant au premier point, à savoir l'apprentissage de la culture par la langue, il est à noter que le patrimoine culturel n'est pas de nature biologique, il n'est pas héréditaire. Il ne se transmet pas génétiquement d'une génération à une autre. La transmission de la culture relève d'une volonté à apprendre, comme le confirme Edgar Morin. Il n'y a pas mieux pour apprendre que l'apprentissage par la langue. Là, je cite Edgar Morin dans Le paradigme perdu, la nature humaine. Il dit « La culture est un patrimoine informationnel constitué des savoirs, savoir-faire, règles, normes propres à une société. La culture s'apprend, se réapprend, se retransmet, se reproduit de génération en génération. Elle n'est pas inscrite dans les gènes, mais au contraire dans l'esprit-cerveau des êtres humains. Cette même conception d'Edgar Morin sera mise en exergue par Umberto Eco dans l'œuvre Ouverte, où il cite Roman Jakobson. Il dit « Le langage, c'est réellement les fondations même de la culture. Par rapport au langage, tous les autres systèmes sont accessoires et dérivés. De là, on peut constater que l'apprentissage de la langue et de la culture participerait alors à la construction langagière, identitaire et culturelle. » Notons d'abord que les concepts de construction langagière, identitaire et culturelle, que nous avons emprunté cette terminologie à Lucie Gauvin. L'importance donnée à la langue a pour défi essentiel de favoriser la construction langagière, identitaire et culturelle des personnes, ainsi que de nourrir en eux un sens d'appartenance à une communauté particulière et un sens d'engagement dans son développement. La construction langagière, pour la définir, représente le processus qui favorise le développement de la langue comme outil d'apprentissage, de communication, de structuration de la pensée et de construction de référents associés à la langue et à la culture qui permet l'instauration d'un savoir-devenir. La construction identitaire, quant à elle, permet de développer une représentation de soi, de l'autre et de sa communauté, ainsi qu'un sens d'appartenance à cette même communauté. Enfin, la construction culturelle représente le processus de développement d'une manière d'être, de penser et d'agir propre à la personne et en même temps propre à son groupe social. Si la langue participe activement à l'acquisition de la culture et à son développement, peut-on dire qu'elle est suffisante? Ne constitue-t-elle pas, à contrario, un obstacle à l'avancée culturelle?
Donc là, je suis en train d'entamer ma troisième partie, intitulée « Les limites de la langue dans l'avancée de la culture ». Première sous-partie, la langue comme entrave à l'avancée culturelle. Et je vais commencer par une citation d'Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et représentation, où il dit « Parole et langage, voilà donc les instruments indispensables de toute pensée claire. Mais, comme tout moyen, comme toute machine, ces instruments sont en même temps une gêne et une entrave. Le langage en est une, parce qu'il contraint à entrer dans certaines formes fixes. Les nuances de la pensée toujours instables, toujours en mouvement. Et en les fixant, il leur ôte la vie. » Fin de citation. Ici, nous pouvons remarquer clairement le raisonnement concessif du philosophe, qui, certes, avoue l'importance de la langue dans la structuration de la pensée, mais évoque également les obstacles qu'elle peut engendrer. La langue trouve des difficultés à s'inscrire dans une dynamique par opposition à la pensée. Cet handicap de la langue et ses limites influencent l'ordre des idées et corrompent par la même occasion la pensée. La parole, deuxième sous-partie, la parole comme obstacle à la réalisation de la pensée. Et là, on va s'intéresser à la conception de Bergson. On trouve la thèse selon laquelle le langage est un obstacle à la pensée, surtout chez Bergson. Pour lui, le langage, système d'idées générales et abstraites, est commun et social. Qu'est-ce que ça veut dire commun? Commun, ça veut dire que les mots s'appliquant, ou plutôt s'appliquent à une infinité de choses. Lorsque je dis le mot amour, par exemple, ou bien le mot haine, par exemple, sont des exemples qui ont été donnés par Bergson, ou bien le mot chien, par exemple, de quel amour je suis en train de parler? Y a-t-il un seul amour? Et donc, toutes ces manifestations de l'amour, la langue ne peut les représenter qu'à travers un seul mot, c'est le mot amour. En fonction, nous avons dit, de leurs caractéristiques communes, il y aura toujours plus de choses que de mots. Vous savez très bien que le nombre de mots, il est limité, mais le nombre de choses, il est infini. Les mots sont trop larges pour une réalité qui n'est que particulière. Ils ne désignent que ce qui est commun et ignorent les différences individuelles. Social, donc là nous avons expliqué le mot commun. Social, le langage, parce que le langage d'abord est d'origine sociale. C'est la société qui a découpé le réel selon ses besoins. Cette classification, cette catégorisation, cet émiettement, si vous voulez, de l'univers par la langue, Bergson est en train de nous dire que c'est le fruit de la société. Le monde n'est pas prédécoupé par avance. En fait, les classifications sont toujours plus ou moins subjectives. Nous classons les choses selon les différents critères. Le langage, dans ce cas-là, est accusé d'être inapte à saisir le réel, dans sa richesse concrète et dans son originalité. Analytique, il est soupçonné d'être impuissant à appréhender la vie intérieure en tant qu'elle est pure donnée. La langue semble alors être réductrice et incapable de suivre la dynamique de la pensée et de la nature. Mais malgré cela, les tentatives sont presque pour faire de sa langue un pouvoir de domination qui influence les autres cultures, voire même les annihile. Là, je suis en train d'entamer ma dernière sous-partie, langue, culture et ethnocentrisme. Il importe d'être conscient du fait que l'usage même de la notion de culture peut participer à dévaloriser des modes de vie qui sont étrangers à une culture particulière. L'usage de la langue peut ancrer davantage ce décalage, puisque l'apprentissage d'une langue se fait au détriment d'une autre en se référant à un étalon qui s'érige en normes et pratiques particulières. L'exemple type, on l'a par exemple lorsqu'on traite de la question de l'État. Pierre Clastres parle de ce qu'on appelle l'ethnocentrisme étatiste. C'est-à-dire que les sociétés qui n'ont pas d'État sont inférieures et normalement, ils devraient être soumis aux sociétés qui ont cet État. La même chose avec la langue. Les langues développées, les langues qui ont une certaine culture particulière, une avancée technologique par exemple, semblent soumettre les autres cultures qui ont une langue peu développée. Dès lors, il y a un attachement plus ardent envers une langue particulière, car elle semble englober les valeurs et les modes de vie d'une telle culture. Il y a une ruée, par exemple, pour l'anglais, par exemple, et donc il y a donc cette
attirance, si vous voulez, cet attachement à la langue parce qu'on considère la langue anglaise comme étant obéie à une avancée culturelle. On assiste d'ores et déjà à la naissance de l'idée de l'ethnocentrisme avancée par Claude Lévi-Strauss comme tendance d'une culture donnée à considérer ses normes et ses pratiques comme modèles, ce qui amène à rejeter les autres formes de culture ou de les considérer comme inférieures. Pour conclure, nous pouvons nier le rôle de la langue dans l'appréhension et l'appropriation d'une culture donnée. Cependant, à elle seule, elle ne peut rendre compte de toute la culture, d'où la nécessité de faire appel à d'autres modes de pensée et d'autres moyens d'expression, en l'occurrence la peinture, la musique et la photographie. Enfin, nous nous interrogerons avec vous sur les modalités d'apprentissage de la culture, surtout dans le domaine de l'enseignement, chose que serait présentée par notre conférencier Christian Purin, qui va nous donner une vision plus techniciste de la question. Et merci de votre attention. Et l'appropriation d'une culture donnée. Cependant, à elle seule, elle ne peut rendre compte de toute la culture, d'où la nécessité de faire appel à d'autres modes de pensée et d'autres moyens d'expression, en l'occurrence la peinture, la musique et la photographie. Enfin, nous nous interrogerons avec vous sur les modalités d'apprentissage de la culture, surtout dans le domaine de l'enseignement, chose que serait présentée par notre conférencier Christian Purin, qui va nous donner une vision plus techniciste de la question. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Moujahid, pour cette approche philosophique de la question langue-culture. Nous cédons la parole maintenant à Monsieur Purin. Vous pourriez partager votre écran maintenant, monsieur. D'accord, je vais le faire. Je pense qu'on y est là. Oui, c'est très bon. clair, Monsieur Purin, oui. D'accord. Vous me donnez la parole ou... Oui, Monsieur Purin, oui, vous avez la parole. Oui. D'accord. Bien, tout d'abord, merci à Monsieur Moujahid de sa belle conférence. Comme il le dit, je vais moi, prendre une approche beaucoup plus, je ne sais pas si je dirais techniciste, mais on va dire empirique, parce que je me base essentiellement sur les textes officiels, les manuels, les articles, les ouvrages de spécialistes, mais aussi d'enseignants. Ce sont mes sources de référence, même si je m'inspire aussi, bien entendu, des considérations des philosophes. La problématique que vous avez brossée à large trait, M. Moujahid, c'est bien entendu, ce sont les problématiques fondamentales qui sont sous-jacentes aux problématiques didactiques. Voilà, ceci dit, donc merci au centre de formation de son invitation. Merci particulièrement à Myriam Dakri pour avoir été la personne contact très, à la fois conviviale et efficace dans la préparation de cette conférence. C'est elle qui m'a suggéré, mais je suppose que c'était en contact avec tous les inspecteurs stagiaires, elle m'a suggéré 3 thèmes différents, à savoir comment aborder la culture de l'autre, en particulier chez les jeunes apprenants, la relation entre l'approche actionnelle et la composante culturelle, et enfin un 3e point qui était la langue culture et la conception des manuels scolaires. Et j'ai décidé, c'est peut-être une erreur, vous me le direz, j'ai décidé en fait d'essayer de croiser ces trois axes, ces 3 perspectives. Bon, en prenant un certain risque, parce que je n'ai pas d'expérience personnelle de l'enseignement aux jeunes apprenants. Bon, vous avez le titre de ma conférence sous les yeux, je précise seulement rapidement que pour moi, séquence et unité didactique désignent la même réalité, sauf que les séquences sont uniquement préparées par les enseignants, un enseignant qui va travailler sans manuel, par exemple, ou qui va à côté de son manuel fabriquer des séquences, mais ce sont des séquences qui sont aussi des unités didactiques, c'est-à-dire qui travaillent l'ensemble des domaines d'apprentissage avec les différents découpages de la langue que vous connaissez, avec le lexique, grammaire, phonétique, etc.
Bon, cette conférence va être très rapide. Je me retrouve avec un ensemble absolument énorme de 80 diapositives. Donc, pour vous rassurer, d'une part, la plupart de mes diapositives, en tout cas les diapositives qui abordent de nouveaux contenus, viennent avec des références de mes travaux. Donc, lorsque vous aurez la version PDF de cette conférence, il vous suffira de cliquer sur le lien éventuellement pour approfondir. Et vous avez ici aussi à l'écran mon adresse contact. Je réponds absolument à toutes les questions. Je répondrai déjà aux questions que vous me poserez par oral, aux questions ensuite qui seront regroupées éventuellement par écrit, qui me seront envoyées. Et donc j'ai proposé à Myriam Dakri de répondre effectivement par écrit, d'envoyer l'ensemble des réponses, de lui envoyer l'ensemble de mes réponses à vos questions écrites et elle vous les fera suivre, bien entendu. Voilà, je crois que c'est tout pour l'introduction. Et donc, il est 17h30, donc ce que j'ai compris, c'est qu'on faisait une première séquence d'1 heure et après une petite pause d'un quart d'heure. Donc, je demande à Myriam Dakri, si elle est toujours là, de ne pas hésiter à me signaler que l'heure est terminée parce que parfois, j'oublie de regarder ma montre. Dernière... Oui, bien sûr, Monsieur Purin, je serai toujours avec vous. Dernière remarque peut-être préliminaire. Vous me verrez de temps en temps très souvent lever les yeux. Ce n'est pas que je cherche l'inspiration auprès du ciel, mais tout simplement j'ai un écran qui a la particularité un peu stupide d'avoir la webcam en bas de l'écran. Donc quand je regarde l'écran, eh bien ceux qui me voient regarder l'écran en fait me voient regarder le ciel. Mais ça n'est pas du tout le cas. Alors, vous avez eu le temps déjà de lire un petit peu la première diapositive. C'est la définition des notions clés. La coaction, c'est un concept qui est déjà utilisé en management d'entreprise depuis très longtemps, parce que dans les équipes d'entreprises internationales, eh bien, ils travaillent avec des gens de cultures extrêmement différentes, donc il faut qu'ils se mettent d'accord sur la même culture d'action commune, la culture qu'ils ont à réaliser, pour l'activité qu'ils ont à réaliser en entreprise. Donc je la définis comme l'action sociale à finalité ou objectif collectif. Prenons l'exemple de l'action éducative. Les finalités sont bien connues, c'est la formation citoyenne, on appelait ça auparavant la formation morale et la formation intellectuelle. On peut raffiner un petit peu sur les différentes sous-formations si vous voulez, mais avec ça, ça me suffit pour vous montrer la différence entre finalité et objectif. Les finalités donnent la direction, c'est un horizon qu'on n'atteint jamais, mais vers lequel on se dirige en permanence, alors que les objectifs, par définition, ils sont atteignables et ils sont même évaluables. Et vous savez qu'actuellement, depuis un certain nombre d'années, ces objectifs sont définis d'abord en termes de compétences. L'entrée en objectif, c'est l'entrée par les compétences, mais par derrière les compétences, il y a toutes les ressources qui doivent être mobilisées pour réaliser ces compétences, les savoirs, les savoir-faire ou les capacités. Et puis ce que Guy Leboterf, qui est un spécialiste du management en entreprise, mais qui, comme beaucoup de spécialistes en management, réfléchissent très bien et ont une grande capacité conceptuelle, ce qu'il appelle dans un article, mais malheureusement il n'a pas suivi l'idée, ce qu'il appelle le savoir-y-faire. Moi je suis très critique vis-à-vis du concept de savoir-être. Un enseignant n'a pas à se mêler de la personnalité et du caractère de ses élèves. Par contre, le savoir-y-faire, vous voyez le sens. Quand on dit d'un instituteur ou d'un professeur des écoles, par exemple, il sait vraiment y faire avec les enfants, ou de quelqu'un qui sait y faire avec les vieilles personnes, vous voyez. Donc il s'agit des attitudes et des comportements qui sont absolument nécessaires aussi pour la mise en œuvre des compétences. Vous avez des gens qui ont énormément de savoir-faire, mais qui n'ont pas du tout de savoir-y-faire, eh bien, ça ne peut pas marcher non plus, en particulier, comme vous le savez, avec les enfants, puisqu'on parle des enfants ici. Donc la coculture, oui, je vous en prie. Monsieur Purin, permettez. Alors, j'en étais à la coculture. Ce que je voulais dire, c'est que dans le concept de coculture, j'ai un sens particulier que je donne à coculture. Excusez-moi, je suis allé très loin là. C'est la culture partagée, mais qui est ou adoptée par ou pour l'action commune. Parce que
dans un sens très général, et M. Moudjahid, je suppose qu'il serait d'accord avec ça, toute culture est forcément partagée. La culture, c'est justement quelque chose qui est partagé. À un moment, on disait que la culture, par exemple, c'était l'ensemble des connotations partagées. Forcément, la culture, par définition, c'est partagé. Je parle de co-culture dans le paradigme coactionnel, c'est-à-dire qu'il s'agit de la culture d'action qui va être soit adoptée si elle préexiste déjà, soit créée si elle n'existe pas. Si des adultes de cultures très différentes, par exemple, de cultures sociales très différentes, se mettent ensemble pour travailler, eh bien, ils n'auront pas d'éléments communs de co-culture, c'est-à-dire de culture partagée de l'action. Et donc, ils devront se créer entre eux la culture d'action correspondante. Encore une fois, vous allez dire que je parle beaucoup de management d'entreprise, mais c'est ce qu'on appelle en entreprise la culture d'entreprise, justement. C'est la culture partagée par tous ceux qui travaillent dans l'entreprise qui est nécessaire justement pour que l'action soit efficace, soit cohérente, soit harmonieuse et soit efficace. Ce que j'appelle la composante co-culturelle de la compétence culturelle, eh bien à partir du moment où il y a composante, c'est une capacité à adopter ou se créer avec les autres une co-culture. Et enfin, ce que j'appelle la perspective actionnelle, dans le sens actuel, la nouvelle perspective actionnelle qui émerge avec le cadre européen commun de référence de 2001, comme vous savez, eh bien c'est ce que vous pouvez lire à l'écran, une certaine conception à la fois de l'enseignement, de l'apprentissage, de l'usage et de l'évaluation. Et je reviendrai sur ces 4 concepts, parce qu'on a l'habitude de parler toujours de l'enseignement-apprentissage. La didactique serait la problématique de l'enseignement, de l'apprentissage et de la mise en relation de l'enseignement et de l'apprentissage. On oublie qu'il y a aussi l'usage et bien entendu l'évaluation. Dans le cadre européen commun de référence, le sous-titre se réfère à l'évaluation, l'apprentissage et l'enseignement. Pourquoi est-ce que ça ne se réfère pas à l'usage? Eh bien, tout simplement parce que c'est un outil qui a été créé pour les certifications internationales. Et donc, on a neutralisé, si vous voulez, les spécificités de l'usage de la langue. Alors, j'ai dit ici, vous voyez, l'ensemble, co-culture, l'ensemble des conceptions adoptées. Je crois que M. Moudjahid a parlé aussi, je crois, de conception en se référant à Edgar Morin, d'ailleurs. Ce que j'ai fait, moi, je suis allé sur Internet, tout simplement, et j'ai tapé dans un moteur de recherche, entre guillemets, conception de l'action, et je suis tombé sur plusieurs milliers de contextes où il y a en même temps conception de l'action. Alors ça peut être la conception de l'action humanitaire, de l'action syndicale, de l'action politique, de l'action éducative, bien sûr. À chaque fois, derrière action, vous pouvez mettre beaucoup de choses différentes suivant les domaines de l'action, justement. Et j'ai analysé ces différents contextes et ça donne, si vous voulez, une définition par extension, comme disent les philosophes, une définition par extension de la conception qui est une définition très complexe. La conception est un concept, excusez-moi la répétition, la conception est elle-même un concept très, très complexe puisqu'on y trouve un ensemble de valeurs, finalités, objectifs, etc. Vous pouvez lire ce qu'il y a à l'écran. Donc, lorsqu'on travaille avec d'autres, il est absolument indispensable de se mettre d'accord sur la même conception. J'ai eu de mauvaises expériences dans ce cas-là, par exemple. Avec des amis, j'ai organisé un voyage en commun, c'était au Pérou, mais moi j'étais sur une conception de l'action très à l'aventure et une conception de l'action que l'on peut appeler, si vous voulez, ethnologique ou anthropologique. C'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est de découvrir les gens, de faire la connaissance de gens, de discuter avec les gens. Mais vous comprenez que dans mon groupe de 5 personnes, il y en avait 2 qui, eux, étaient partis sur l'idée de visiter le Pérou. C'est quoi? C'est visiter le lac Titicaca, c'est visiter Machu Picchu, c'est visiter Cusco. C'est-à-dire qu'ils avaient une conception du voyage touristique, de cette action complexe qu'est un voyage touristique de longue durée, ça a duré 2 mois. Et eux avaient une conception que l'on peut appeler patrimoniale du tourisme, les grands monuments, les grands lieux historiques. Vous connaissez aussi les 2 grandes conceptions du travail en commun. Il y a la coopération, on se partage le travail, puis ensuite on met les différents produits du travail en commun, ou bien la collaboration, où là, on travaille constamment en commun. Vous voyez, 2 grandes conceptions du travail en commun.
Vous avez la même chose pour la conception de l'action éducative. Excusez-moi, je suis en train de faire défiler à toute vitesse mon écran parce que j'ai du papier là-dessus. Donc, je reviens en arrière. Excusez-moi, voilà. On y est. Il va falloir que je fasse autre chose. Voilà. Par exemple, vous avez une problématique en classe que vous connaissez bien, qui est la gestion de l'hétérogénéité. Les élèves qui ont des différences non seulement de niveau, mais de motivation, de maturité intellectuelle, de stratégie d'apprentissage, de profil cognitif, et j'en passe, vous voyez, tous les facteurs d'hétérogénéité dans une classe. Vous avez deux grandes conceptions de la gestion de l'hétérogénéité, celle que l'on appelle en français la pédagogie différenciée. Vous voyez que dans cette conception-là, c'est le pédagogue, c'est-à-dire l'enseignant, qui va prendre en charge l'hétérogénéité, donc il va créer des séquences de différenciation pédagogique. Et puis vous avez une conception complètement différente, qui est celle des pays du nord de l'Europe. Et je pense que par derrière, il y a un vieux clivage. Je pense que M. Moudjahid serait d'accord avec moi. Je pense qu'il y a un vieux clivage entre la réforme catholique et puis la contre-réforme, les protestants au nord. Dans les pays de langue allemande, l'Autriche, l'Allemagne et puis l'Angleterre, le concept de pédagogie différenciée n'existe même pas parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un enseignant puisse connaître à chaque moment les besoins et les attentes de chacun de ses élèves. Et donc, la gestion de l'hétérogénéité pour eux, c'est de créer des séquences d'apprentissage autonome qui vont être aidés, qui vont être guidés, mais où c'est chaque apprenant qui va pouvoir, si vous voulez, gérer lui-même ses propres besoins et ses propres attentes, son propre profil, etc. Tous les autres facteurs que j'ai énumérés tout à l'heure. Voilà, conception de l'hétérogénéité. En espagnol, par exemple, on ne dit pas pédagogie différenciée, on dit atención, donc c'est l'enseignant aussi qui prête attention, mais attention à la diversidad. Prêtez attention à la diversité. Vous voyez que le différencier a une connotation négative, alors que diversité a une connotation positive. Voilà, bon, on pourrait parler longtemps, si vous voulez, de ce concept de conception, mais qui est absolument essentiel. Et bien entendu, dans un programme officiel, comme dans les manuels, ce que l'on voit apparaître très clairement, eh bien, ce sont différentes conceptions des différentes actions que l'on va voir tout à l'heure. Alors, je voulais vous dire qu'on m'a demandé de parler un petit peu des manuels. Donc, j'ai pris, pour ne pas faire de la comparaison entre ce qui se passe au Maroc et en France, ni en français langue étrangère, j'ai pris un manuel d'anglais langue étrangère, et pas par hasard, parce que c'est le premier manuel, en tout cas en France, que j'ai vu se réclamer de la perspective actionnelle. Pas encore d'ailleurs, ils ne réclamaient pas de la perspective actionnelle, mais de la pédagogie de projet. Et donc vous voyez, ce n'est pas un manuel d'ailleurs, ce sont des mallettes, une série de petites mallettes ou de petits dossiers dans une mallette avec le guide pédagogique de l'enseignant et puis toute une série de documents qui sont directement à photocopier pour les distribuer aux élèves. Alors, ils avaient créé une société d'édition spéciale, édition multicolore, qui n'existe plus, ce n'est pas la peine de la chercher sur Internet. Et cette maison d'édition qu'ils avaient créée entre les 4 ou 5 co-auteurs de ce produit, de ce matériel didactique, puisque ce n'était pas un manuel, encore une fois, cette maison d'édition n'a pas duré et elle n'a pas été reprise par aucun éditeur. Vous avez compris pourquoi. Parce que l'idée que, en fait, tout ce qui est distribué aux élèves est photocopié à partir d'un seul produit, ce n'est pas très rentable, en fait, ni pour des éditeurs d'ailleurs, ni pour des auteurs. Et les auteurs étaient allés présenter leur matériel à Expo Langue, je crois que c'était en 2001, je crois, et j'étais allé voir leur présentation et les féliciter à la fin en leur disant que c'était la première fois que je voyais un manuel qui était entièrement un manuel de langue étrangère en France, qui était entièrement orienté pédagogie du projet. Vous voyez, chaque unité didactique, en fait, est constituée d'un projet, d'un mini-projet. On m'a dit que ça existait déjà. Après, j'ai su que ça existait déjà en Angleterre. Mais en tout cas, c'est la première fois, hein, c'était pour la première fois en France. Voilà, il m'avait demandé d'ailleurs de faire la préface de l'édition 2011 de ce manuel qui n'a jamais vu le jour, malheureusement. Voilà.
C'est aussi une raison pour laquelle j'ai choisi ce manuel, c'est que je ne fais pas de la publicité pour ce manuel, puisque, encore une fois, il n'existe plus. Par contre, il est extrêmement bien conçu, me semble-t-il. Et donc, pour ce qui est de la situation au Maroc, eh bien, je me suis inspiré de ce document en particulier, et puis d'un autre, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais on le verra tout à l'heure, la vision stratégique. Vision stratégique, et puis ce matériel-ci. Voilà. Vous voyez que, de même que vous voyez qu'ici, en fait, pourquoi ça m'a intéressé de prendre donc BusyBox, le matériel d'anglais langue étrangère pour enfants, pourquoi ça m'intéressait de le prendre comme contre-modèle, mais pas meilleur modèle, hein. C'est parce que justement aussi dans les instructions officielles marocaines, eh bien, vous avez le même dispositif de base. Bon, on rentre par un thème, bien entendu, pour limiter la dérive lexicale, mais ensuite, ce qui fait l'unité de chaque unité didactique, ça n'est pas le lexique, c'est bien le projet. C'est un des problèmes d'ailleurs que je peux peut-être repérer dans le manuel que l'on m'a fourni, j'en parlerai tout à l'heure, c'est que par exemple lorsqu'il s'agit des voyages, on va réaliser la préparation d'un voyage, mais les différents documents partent sur énormément de types de voyages différents. Et donc, il y a une explosion lexicale, là. Je ne sais pas comment les enseignants exactement la gèrent, mais vous m'en parlerez peut-être. Alors, en langue, je vous disais que la coculture, c'est la culture de l'action. Donc, si on veut rentrer dans la coculture en didactique des langues, il faut commencer par repérer, si vous voulez, les différents domaines d'action. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a l'éducation. Dès qu'on est en didactique scolaire, un enseignant de n'importe quelle discipline est d'abord un éducateur, est d'abord un formateur. Donc c'est un domaine d'action constant de tout enseignant, de toute discipline scolaire, et bien entendu aussi du français, au Maroc comme dans les autres pays. Donc le domaine de l'éducation, de l'usage, c'est-à-dire que la question, après la formation aux valeurs citoyennes, aux valeurs, à la formation intellectuelle, ce dont se préoccupe l'enseignant, c'est de préparer à ce dont l'élève aura besoin en fonction de ce qu'il faudra qu'il fasse avec la langue culture dans sa société. Voilà, si vous voulez, le domaine de l'usage. Le domaine de l'apprentissage, c'est je sais à quoi je dois préparer mon élève en termes de compétences. Il doit savoir faire telle et telle chose dans sa société ou dans les sociétés étrangères lorsqu'il ira, ou avec les gens d'autres cultures étrangères lorsqu'il travaillera, lorsqu'il vivra avec eux dans sa société. Donc, qu'est-ce que je vais faire à mes élèves pour qu'ils puissent ensuite, eux, faire ce qu'ils devront faire en langue culture étrangère, hein. Là, on est sur la relation enseignement-apprentissage et l'évaluation que vous connaissez, bien entendu, la préparation, qui est l'évaluation diagnostique, la régulation, l'évaluation formative, et puis l'évaluation bilan, qui est l'évaluation sommative. Je ne sais pas pourquoi vous le dites, parce que vous connaissez ça certainement aussi bien que moi. Alors, tout ça, ça donne, si vous voulez, les 5 composantes de la coculture. Vous avez la composante culture de l'éducation, culture d'usage, culture d'enseignement-apprentissage. Je vous laisse lire en diagonale rapidement ce qu'il y a à l'écran, mais encore une fois, vous pourrez le relire ensuite lorsque je vous enverrai mon PowerPoint en version PDF. La composante culture de l'évaluation et la composante culture de projet que l'on voit déjà dans l'évaluation parce qu'il s'agit de l'évaluation en mode projet, mais on verra que en fait, la culture de projet est une culture qui englobe absolument toutes les autres composantes. C'est la raison pour laquelle au Maroc, vous avez choisi le projet comme unité de l'unité didactique, parce que le projet est en même temps l'intégrateur, si vous voulez, l'intégrateur de toutes les autres cultures. Dans la culture de projet, vous avez intégré toutes ces autres cultures à la fois. Alors, on va les passer en revue. La culture de l'éducation. Ça va aller très vite. Voilà. Ça apparaît déjà dans le cadre européen commun de référence pour les langues. Je le rappelle toujours rapidement parce que
le cadre européen est surtout utilisé pour les échelles de compétences qui servent surtout pour l'évaluation sommative, mais par derrière le projet du cadre européen commun de référence, eh bien, il y a le Conseil de l'Europe, et le projet du Conseil de l'Europe était très nettement un projet de promotion de la citoyenneté démocratique. Vous allez me dire que ça ne se retrouve pas tellement ensuite dans les descripteurs de compétences, mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, voilà quel était le projet. Et voilà comment, moi personnellement, je définis très rapidement, bon, mon collègue philosophe me dira peut-être que je vais un petit peu vite, hein, mais je mets l'accent, si vous voulez, sur des enjeux qui sont aussi indispensables l'un que l'autre, mais qui sont quelque part en tension. Je ne dis pas en contradiction, mais en tension. Il faut former, dans une société démocratique, il faut des citoyens qui soient critiques, mais des citoyens qui soient aussi responsables. Et puis, il faut aussi des citoyens qui soient autonomes, mais aussi il faut des citoyens qui soient solidaires. Et vous voyez très bien que ces 4 éléments de formation sont quelque part en tension. Il faut le faire à la fois, et parfois c'est un petit peu difficile. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la vision stratégique, c'est un autre document que j'ai lu pour préparer cette conférence. Eh bien, vous avez, comme vous le savez, cette vision stratégique, elle est présentée sous un certain nombre de leviers, et le levier numéro 18, eh bien, vous avez l'édification d'une société citoyenne. On verra tout à l'heure, j'attirerai l'attention sur le mot édification, parce qu'on est bien dans un processus. Il s'agit de l'action de former les élèves à édifier eux-mêmes par la suite une société qui soit citoyenne, démocratique et égalitaire. Donc on est bien dans la perspective de la formation à la coculture, qui est une culture orientée processus. Partager la même coculture éducative avec quelqu'un, c'est partager le même projet d'une société partageant, excusez-moi la redondance, partageant les mêmes valeurs. Bon, la culture d'usage. La culture d'usage. Alors, vous avez 4 grandes orientations possibles en culture d'usage, en didactique des langues. Je les ai présentées comme ça, vous voyez, volontairement, et vous avez compris que c'est pour que vous n'ayez pas la tentation, a priori, de la hiérarchiser. Parce qu'effectivement, entre ces différentes cultures d'usage, eh bien, il y a des choix qui relèvent de la politique éducative, de la politique tout court, et puis des choix qui peuvent être ensuite arriver jusqu'au niveau didactique, comme on va le voir. Alors, vous voyez très bien que dans ce manuel BusyBox, eh bien, vous avez clairement mobilisé la culture d'usage des élèves. Quand on demande aux élèves de se présenter, c'est se présenter eux-mêmes. Quand on leur demande de dire ce qu'ils possèdent, c'est ce que eux, en tant qu'élèves, élèves français en l'occurrence, apprenant l'anglais avec ce matériel, on lui dit ce qu'il lui possède. C'est à lui qu'on demande de dire son âge, de dire son anniversaire. C'est à lui que l'on demande de dire ce qu'on aime, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il est capable de faire, etc. Donc vous voyez très bien qu'à travers ces fonctions sont appliquées à l'élève lui-même, et donc, quelque part, ce n'est pas non plus le collègue philosophe qui me contredira, rien que de dire ça, c'est déjà du culturel. Voilà. Il y a des sociétés, par exemple, où entre adultes, on ne va pas demander l'âge de quelqu'un. Ça peut être très, très délicat. Okay, et puis, vous avez, et là, c'est une différence, on va le voir constamment avec le manuel avec, excusez-moi, les programmes officiels et le manuel que j'ai parcouru d'enseignement du français au Maroc. La grande différence, c'est que vous voyez que dans ce manuel BusyBox, eh bien, quelque part, il y a constamment aussi la culture anglo-saxonne. D'accord ? Quand on va demander aux élèves, par exemple, de dire ce qu'ils aiment en termes de héros à eux, il y aura sans doute des héros marocains, mais dans le matériel didactique, on va leur présenter aussi des héros anglo-saxons. Même chose pour les animaux qu'ils aiment, mais aussi les animaux dans la culture britannique. Et vous savez que dans la culture britannique, les animaux ont une place particulière, les animaux domestiques en particulier. Voilà. Vous voyez que la fête, préparer une fête, Merry Christmas.
c'est-à-dire préparer un spectacle de Noël. On peut demander aux élèves de préparer une fête de Noël dans leur propre société, à leur manière à eux, mais aussi on peut leur demander de préparer une fête à la mode anglaise. Fêter la fête de quelqu'un comme sa fête serait souhaitée en Angleterre. Vous voyez très bien que là on est en permanence, si vous voulez, sur deux domaines culturels qui vont constamment, si vous voulez, entre lesquels on va constamment alterner, qui est la culture de l'élève. À partir du moment où on demande à l'élève de parler de lui, il est dans sa culture, mais on va lui demander aussi éventuellement de se transposer dans la culture de l'autre. Il y a même une époque où on se demandait de s'identifier à la culture de l'autre, et ça n'est pas très politiquement correct, pas seulement au Maroc, mais je pense dans n'importe quel système éducatif. Il y a aussi une fonction éducative essentielle de tout. Alors là, on est dans le domaine éducatif, si vous voulez. Hein. Dans le domaine éducatif, il y a aussi le projet de formation à la citoyenneté nationale. Et donc, on ne va jamais aller jusqu'à demander aux élèves de s'identifier à un personnage étranger. Ça entrerait en contradiction, si vous voulez, avec cette finalité éducative, la citoyenneté nationale. Voilà. Donc, première année du primaire, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah oui, tout simplement parce que regardez rapidement ce que sont les projets de classe de la première année du primaire. Mais vous connaissez ça par cœur déjà. Le projet, alors j'ai pris la troisième année pour aller plus vite. Troisième année. Et puis la quatrième année. Moi, l'analyse que je fais de ça, c'est qu'on part au départ vraiment de la culture sociale de l'élève, qu'elle est toujours présente, mais qu'on voit parallèlement monter des thématiques qu'on peut appeler des thématiques transculturelles, comme par exemple l'environnement, la protection de l'énergie, par exemple. Et puis, on voit émerger aussi un début de culture professionnelle ou professionnalisante, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on appelle encore le français sur objectif spécifique, ce qui est normal dans les instructions officielles marocaines, puisqu'on m'a dit qu'on introduisait déjà une partie de l'enseignement, par exemple des mathématiques, dès le primaire. Et donc là, on est déjà sur la culture scientifique, si vous voulez. On n'est plus seulement sur les cultures transculturelles ou les cultures universelles ou les problématiques universelles comme la défense de l'environnement, ni sur les cultures du pays, c'est-à-dire la culture marocaine. Alors, le fait, vous voyez qu'il n'y a pas de culture en fait française là-dedans, ni de culture des pays francophones. Et ça, j'avance, si vous voulez, par rapport à des critiques qu'on pourrait faire. Ce n'est pas une critique que je fais, le fait d'éliminer toute référence à une culture française ou francophone. Peut-être que les enseignants le font, mais en tout cas, ça n'apparaît pas non plus dans le manuel qu'on m'a envoyé. Hein. Tous les documents sont sur des situations de communication et d'action à l'intérieur de la société marocaine. Il y a vraiment une conjonction d'arguments en faveur du fait de se contenter de la culture de l'élève, surtout quand il est très jeune, et puis seulement progressivement d'aller sur des thématiques universelles, puis s'il y en a besoin sur des thématiques plus techniques ou scientifiques, si la langue est utilisée aussi pour l'enseignement de disciplines scientifiques, et seulement de terminer à la fin seulement, hein, en fin de cursus, au lycée, je suppose, et a fortiori dans les formations de français à l'université, bien entendu. Là, on va être sur des cultures françaises et des cultures francophones. Le premier argument pour rester sur les cultures natives, au Maroc, de rester sur la culture marocaine, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier argument, c'est un argument de politique éducative. C'est-à-dire que l'enseignant de français, comme les autres enseignants, c'est un formateur aussi à la citoyenneté nationale, c'est-à-dire à la citoyenneté marocaine. Le deuxième argument, c'est un argument pédagogique. Et les jeunes enfants, de quoi est-ce qu'ils sont motivés à parler, de quoi est-ce qu'ils parlent le plus immédiatement, le plus facilement? Eh bien entendu, de ce qu'ils vivent dans leur milieu à eux. Et donc de les faire parler sur leur propre culture,
facilite bien entendu la motivation et la prise de parole, au moins au départ. Au moins au départ. Ça peut se retourner ensuite contre, hein, un peu plus tard. Il y a un argument didactique qui est bien connu aussi. Dans tous les manuels directs, de la méthodologie directe, fin 19e, début 20e, dans toute l'Europe, et je sais qu'en Amérique latine aussi, eh bien, les manuels pour débutants, pendant les 4 premières années d'apprentissage, étaient uniquement sur la culture locale. J'ai travaillé en particulier, j'ai étudié un manuel d'allemand pour débutants qui a été élaboré à l'époque par Charles Schweitzer. Ce nom vous dit peut-être rien, mais c'était le grand-père paternel de Jean-Paul Sartre, du philosophe Jean-Paul Sartre. Eh bien, je me rappelle, il y a une unité qui est très, très commune, très, très, très utilisée, qui est la chambre de l'enfant, vous voyez. Il y a la cour de l'école, il y a la maison paternelle, il y a la chambre de l'enfant, ensuite on va passer à la place du village, etc. Vous voyez, ce qu'on appelle les centres d'intérêt qui partent de la personne de l'élève, et ça commence en classe. D'abord, la salle de classe, où on va nommer tout ce qu'il y a sous les yeux, où on va faire des petites actions. Lève-toi, va au tableau, prends une craie, écris ton nom, repose la craie, repars t'asseoir. Avec ça, vous faites toute la conjugaison de tous les verbes. Hein. Qu'est-ce que vous auriez fait si je vous avais demandé hier? Eh bien, nous nous serions levés, nous serions allés au tableau, etc., etc. D'accord? Bon, donc on part de l'enfant, et donc je parlais de ce manuel, l'enseignement direct de la langue allemande par Charles Schweitzer. Eh bien, dans la chambre de l'enfant, ça m'avait frappé parce que je suis breton d'origine. Ce qui illustre la chambre de l'enfant dans le manuel d'apprentissage de l'allemand par des petits Français en 1902, c'est une chambre bretonne, c'est une chambre française et non pas une chambre allemande. Voyez. En plus, à l'époque, vous voyez, il y avait quelques raisons de neutraliser un petit peu la culture allemande hein, au départ, hein, parce qu'on est en pleine période qu'on appelle de revanchisme. Hein. La France a perdu la guerre contre l'Allemagne en 1870 et elle attend la revanche. Et toute l'éducation physique des enfants, c'était une éducation déjà militaire. On préparait les petits soldats. Alors, ça c'est l'argument didactique. Hein. On facilite. Alors, l'argument didactique, c'est quoi? C'est que découvrir la culture étrangère, c'est difficile parce qu'il y a des représentations erronées, des stéréotypes qui sortent. Donc, il faut travailler sur les stéréotypes, sur les représentations erronées. C'est tout un travail. À côté du travail d'apprentissage de la langue, le travail de découverte de la culture étrangère, c'est un autre travail, d'un autre type. Et donc, on considère que ça facilite l'apprentissage initial de la langue que de ne pas se rajouter le problème de la découverte de la culture étrangère. Et donc, pour cette raison-là, on fait partir les élèves sur leur culture à eux. C'est un argument didactique qui est tout à fait respectable, hein, qui a été utilisé pendant très longtemps en France. Et puis, vous avez un argument de politique linguistique, me semble-t-il, mais vous le connaissez mieux que moi, c'est vraiment le niveau très élevé d'intégration du français dans le système scolaire marocain. Je vous disais tout à l'heure, hein, le fait que déjà au primaire, on puisse utiliser le français pour une partie de l'enseignement scientifique, si vous voulez, ce n'est pas le cas ni en Algérie, ni en Tunisie. Hein, ni en Tunisie. Il y a un niveau d'intégration du français, et donc très vite, si vous voulez, le français est utilisé comme un outil d'enseignement-apprentissage ou dans le système scolaire marocain. Donc c'est un autre argument, si vous voulez, pour justifier cette neutralisation de la culture française et des cultures francophones en début d'apprentissage. Maintenant, vous avez compris que tout ça, ça a aussi un coût. Ça a aussi un coût. En particulier, ça ne permet pas de travailler l'interculturel, qui est quand même historiquement lié à l'approche communicative. C'est-à-dire que dans les textes officiels marocains, on se réclame de l'approche communicative, mais l'approche communicative, historiquement, elle est liée aussi à l'approche interculturelle. Elle est liée à l'approche interculturelle. L'interculturel venant justement aider, soutenir l'approche communicative pour éviter les incompréhensions lors d'interactions avec des étrangers. Mais bon, c'est normal qu'il n'y a pas non plus d'interculturel dans les programmes marocains, c'est évident. Il y a peut-être un autre effet, un autre coût, excusez-moi. J'allais dire un effet négatif, mais ça aurait vraiment été une connotation que je ne voulais pas mettre. Je ne suis pas en train de critiquer, mais de faire une analyse didactique en quelque sorte.
Ça a un coût aussi au niveau des textes, et on le verra tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé dans l'analyse de ce manuel marocain, Myriam, tu peux peut-être dire de quel manuel il s'agit, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Oui, il s'agit de mes apprentissages en français. Voilà, mes apprentissages en français, voilà. Excusez-moi, j'aurais dû vous le demander déjà avant pour que vous puissiez éventuellement, si vous connaissez le manuel, vous puissiez visualiser, conceptualiser de quoi je suis en train de parler. Voilà. Donc, il y a un coût relativement élevé au niveau aussi du travail sur les textes. Pendant les 6 premières années, comme les textes sont sur la culture de l'élève, ce qu'on demande massivement à l'élève, parce qu'il n'a pas d'autre chose à faire pour comprendre factuellement les textes, c'est le repérage d'éléments, c'est le repérage d'éléments d'information. Et donc, on verra qu'on se limite en fait à une activité intellectuelle sur les textes qui est relativement limitée par rapport à ce qui est demandé. Alors, je ne sais pas si ce qui est demandé en arabe au Maroc, mais par rapport à ce qui est demandé, par exemple, dans les évaluations PIRLS ou les évaluations PISA, où on n'a pas seulement repéré, c'est vraiment le début, ensuite on a analysé, interprété, extrapolé, etc. On verra tout à l'heure un modèle. Il y a jugé aussi, par exemple, il y a jugé. Mais à partir du moment où vous faites travailler des élèves marocains sur leur propre culture, vous n'allez pas leur demander de juger leur propre culture. Vous voyez, il y a tous ces... Donc, si vous voulez, le fait de travailler dans la culture native a un coût qui est relativement élevé. Maintenant, ça n'est pas une critique de ma part, de la même manière que ce n'est pas parce que quelque chose est très cher que vous n'allez pas l'acheter. Ça va dépendre de l'intérêt que vous avez à l'acheter ou pas. Voilà. C'est très coûteux aussi de passer à la langue maternelle en classe, on va dire la L1. Voilà, hein. Dans une classe de L2, il n'y a déjà pas beaucoup de temps, surtout lorsqu'on travaille en milieu exolingue. Bon, il y a les élèves qui n'ont pas le français dans leur environnement social, c'est un coût encore plus élevé pour eux que pour les autres, qui peuvent avoir dans leur famille des gens qui parlent en français, par exemple. Donc, c'est un coût très élevé pour eux. Ils n'ont de contact avec le français que dans le cadre de la classe. Donc, à chaque fois que l'on utilise l'arabe, qu'il soit dialectal ou littéral, eh bien, c'est autant de perdu pour l'immersion dans la langue étrangère. Mais ce n'est pas pour ça que dans beaucoup de systèmes, dans beaucoup de programmes de langue étrangère que je connaisse, et j'ai l'impression que ce n'est pas le cas au Maroc. Au Maroc, j'ai l'impression que la règle, c'est le maintien en tout français pendant les classes de français, mais il y a beaucoup de pays où, j'allais dire on autorise, où les enseignants eux-mêmes soit sont autorisés ou s'autorisent le passage à la L1. Parce qu'ils estiment que le coût très cher qu'ils payent leur permet d'acheter quelque chose qui est très intéressant, par exemple la compréhension des structures grammaticales. On a toujours maintenu la réflexion grammaticale dans le système scolaire français, la réflexion sur la langue, ce qu'on appelle la conceptualisation grammaticale, on l'a toujours maintenue en langue française dans le système scolaire français. Parce qu'on considère que c'est une perte de temps pour parler la langue, pour écouter la langue, mais ça permet de comprendre, ça permet de conceptualiser, et on considère que, en l'occurrence, la bonne conceptualisation, ça a plus de prix que le temps que l'on perd de contact avec la langue 2. Voilà. C'est une réflexion de type économique, de relation coût-bénéfice. Voilà, donc c'est à vous, en tant que Marocain, que je renvoie à votre calcul de coût-bénéfice. Voilà, eh ben, tout ça, j'aurais pu le dire, vous voyez, en suivant tout simplement mon PowerPoint. C'est ce que je viens d'énumérer ici, mais vous le retrouverez comme ça sur la version PDF. La culture d'enseignement-apprentissage, bon, c'est ça qui va être le plus long, bien entendu, puisque c'est ma spécialité un petit peu, c'est la didactique des langues, donc la relation enseignement-apprentissage, mais aussi usage et évaluation, comme je disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que la co-culture d'enseignement-apprentissage? Donc, ça va être l'action sociale collective des enseignants avec l'ensemble des élèves, le collectif des élèves, qui vont travailler ensemble, encore une fois, à un projet commun qui est l'enseignement-apprentissage. Alors, on me reproche parfois de parler beaucoup de management,
Mais là, je vais reparler d'entreprise, mais vous voyez, c'est dans le sens, j'allais dire dans le sens figuré, non, dans un des sens d'entreprise, qui est le fait d'entreprendre quelque chose. Lorsque vous entrez pour la première fois de l'année dans votre classe et que vous rencontrez pour la première fois vos élèves, eh bien, on peut dire que c'est le moment où vous allez commencer avec eux pendant un an un projet, une entreprise commune qui est celle d'enseignement-apprentissage. Et cette action, parce qu'elle est collective, qu'elle est à la fois d'enseignement et d'apprentissage de chacun des élèves avec l'enseignant, mais aussi entre eux, eh bien, doit forcément se faire sur la base d'une culture partagée. C'est la raison pour laquelle, très vite au début d'année, par exemple, l'enseignant va expliquer les consignes, va expliquer les différents types d'activités, va expliquer ce qu'il attend de chacun de ces types d'activités. Mettre en commun, si vous voulez, la culture de l'enseignant et la culture d'apprentissage des élèves. Quand les enseignants, ça vous est arrivé sûrement comme à moi, quand les apprenants vous disent en début d'année « Ah oui, mais monsieur Puren, excusez-nous, là, mais l'année dernière, on ne faisait pas la même chose avec notre enseignant, d'espagnol en l'occurrence. Qu'est-ce qui se passe là ?» Eh bien, on tombe sur un phénomène d'interculturel. Les élèves ont une partie de leur culture d'apprentissage qui vient de la culture de l'enseignant de l'année dernière, et ils se retrouvent confrontés, il y a un choc interculturel d'enseignement-apprentissage, ils se retrouvent confrontés avec un élément de ma culture d'enseignement qui ne correspond pas à leur culture d'apprentissage. La réflexion sur l'interculturel, on peut aussi la reporter entièrement sur la question des cultures d'enseignement et des cultures d'apprentissage. Voilà, alors, pourquoi j'ai dit ça? Oui, je vous parlais de culture d'enseignement-apprentissage. Ce qui m'a frappé dans l'étude des programmes, la vision stratégique et des programmes actuels du Maroc, c'est vraiment la très grande ouverture, la très grande ouverture du point de vue de méthodologie ou de culture d'apprentissage. Vous voyez, on le voit déjà dans le titre du levier 12, développement d'un modèle pédagogique ouvert, diversifié. Vous voyez qu'on en rajoute un petit peu. Et puis, on le retrouve aussi dans les orientations pédagogiques. Voilà 2 citations, mais je les passe en vitesse parce que vous les connaissez bien. Pédagogie différenciée, pédagogie du projet, pédagogie de l'erreur, pédagogie de la résolution de problèmes. Il manque plus là que la pédagogie de l'intégration, mais je crois que ce n'est plus une expression très politiquement correcte actuellement au Maroc. Et puis regardez quelques pages plus loin, toujours dans les orientations pédagogiques, vous voyez, l'éducation aux valeurs, l'éducation au choix, donc là on est sur les finalités, et puis les courants pédagogiques en vogue, perspective actionnelle, vision entrepreneuriale et communautaire. Vous voyez que là, véritablement, tout est ouvert du point de vue des orientations pédagogiques. C'est bien l'ouverture, à condition que aussi bien les auteurs de manuels que les enseignants dans leur classe aient ensuite la possibilité de faire en quelque sorte leur cuisine, quoi. On leur donne absolument tous les ingrédients, mais comment va se faire concrètement la cuisine, puisque dans chaque unité didactique, on ne peut pas tout faire tout ça à la fois. Tout n'est pas combinable, tout n'est pas articulable dans le temps d'une unité didactique. Si on veut vraiment respecter cette très grande ouverture des instructions officielles marocaines, ça je vous le dis franchement, il faut forcément des unités didactiques qui soient construites sur des orientations didactiques différentes. Alors que jusqu'à présent, dans tous les pays que je connais, et depuis qu'il existe des manuels, je peux le dire, donc c'est presque un principe universel, toutes les unités didactiques sont construites de la même manière du point de vue méthodologique. Il y a plus ou moins de multi- ou de pluriméthodologie, mais c'est la même cuisine, c'est le même plat qui est proposé absolument avec les mêmes ingrédients à chaque unité didactique. Pour des raisons sur lesquelles on pourrait parler aussi, mais là on n'est pas en train de discuter des problématiques d'élaboration des manuels, c'est un autre problème et qui n'est pas simple. Alors, cela dit, si vous voulez, je trouve dans ces orientations pédagogiques quand même des traces du cadre européen commun de référence, et peut-être aussi, dit sans prétention, peut-être aussi à ce que moi j'ai écrit ensuite, ce que j'ai essayé de
de montrer la différence entre l'approche communicative et la perspective actionnelle. D'accord ? Bon, ça semble être quand même la base à partir de laquelle, ça me semble une base raisonnable, à partir de laquelle on peut ensuite greffer les autres types de pédagogie ou d'orientation. Mais il faut forcément, si vous voulez, hiérarchiser. Il faut mettre de la hiérarchie dans l'ensemble de ces orientations pédagogiques. On ne peut pas les considérer toutes exactement au même niveau. Et l'articulation communication et action me semble un bon choix. Et apparemment, c'est vers ce choix qu'orienteraient les orientations pédagogiques, encore une fois, excusez-moi de la redondance. Alors, on a vu toutes les orientations qui sont appelées pédagogiques, parce qu'il y a à la fois de la pédagogie et de la didactique. Mais moi, je suis didacticien, je ne suis pas pédagogue, et donc je vais parler, pendant un certain temps maintenant, des orientations didactiques qui me paraissent être actuellement, si vous voulez, disponibles. Des orientations didactiques qui sont actuellement disponibles. En fonction, vous voyez, des 4 grands objectifs en termes de compétences, être capable de s'informer sur les autres, de rencontrer les autres, de vivre avec les autres ou d'agir avec les autres. Voilà, si vous voulez, pour moi, les 3 grandes compétences sociales que l'on voit assignées du point de vue international actuellement à l'enseignement des langues cultures étrangères. Avec, vous voyez, dans l'approche communicative, un privilège indu qui a été accordé pendant 30 ans, 40 ans, 30 ans, 40 ans de domination presque unique de l'approche communicative, ont privilégié massivement quand même la rencontre avec les autres. Dans l'enseignement français au Maroc, il y avait forcément, et il y a toujours forcément, la question de la méthodologie, disons la référence à la méthodologie active, c'est-à-dire au travail sur les documents. Et on voit très vite, par exemple, dans les manuels marocains, mais aussi dans les manuels algériens et dans les manuels tunisiens, on voit vraiment très vite, j'allais dire même dans les manuels algériens, on voit très vite dans l'enseignement du français apparaître, par exemple, la typologie des textes, le travail sur la typologie des textes et le travail sur les genres de textes. Et ça, très clairement, ça renvoie à cette méthodologie active. On le verra de façon un peu plus concrète tout à l'heure. Je voudrais commencer par, parce qu'on n'en parle pas souvent, par un enjeu qui en fait traverse absolument toutes les méthodologies, même dans l'enseignement aux adultes, et je ne peux pas ne pas en parler ici parce qu'il est particulièrement important pour l'enseignement aux enfants. C'est ce qu'on peut appeler l'expérientiel. Alors, comment est-ce que je définis l'expérientiel ? Eh bien, je vais le définir en extension, comme disent les philosophes, c'est-à-dire je vais lister le paradigme notionnel de cette notion. Quel est le paradigme de l'expérientiel ? Voilà. On travaille au niveau de l'expérientiel avec des élèves lorsque on mobilise en fait toutes ces notions, l'authentique, le spontané, le vécu, l'affectif, etc. Et vous voyez qu'avec les enfants, ce sont vraiment des notions qui doivent normalement être très présentes dans l'esprit des enfants. Disons, ce sont des priorités en termes de pédagogie du primaire. Okay ? Et puis vous avez 4 grandes techniques fréquentes de mise en œuvre. Vous avez le chant, le jeu, le chant, la poésie et le théâtre. Ça remonte loin, si vous voulez. Dans la méthodologie directe, vous voyez, le grand principe de la méthodologie directe, c'est ça. Une langue vivante s'apprend en vivant cette langue. C'est-à-dire en faisant en classe des expériences vitales. On vit en classe en langue étrangère. Voilà, si vous voulez, la définition de l'expérientiel. D'accord ? On apprend une langue en vivant entre soi, avec les autres, en vivant en langue étrangère. Ça renvoie à toute la pédagogie de l'époque, à la fin du 19e siècle déjà, si vous voulez. Il y a Ferdinand Buisson, qui est très connu, l'auteur du dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire en France,
qui parlait de la méthode intuitive, mais ça vaut absolument, cette méthode intuitive, en fait, c'est l'intégrateur pédagogique de l'époque, qu'on appelait la méthode intuitive. Voilà, c'est faire appel chez l'enfant à la fois au sens, au jugement, à l'imagination et au sentiment. Voilà ce qui correspond, si vous voulez, à ce qu'on peut appeler l'expérientiel. Et je vous disais que c'était très vieux. Ça a même été appliqué à l'époque de l'enseignement de la grammaire latine aux enfants. La grammaire latine aux enfants. Il s'agissait de leur faire apprendre par cœur la grammaire latine. Mais vous ne faites pas apprendre par cœur la grammaire aux enfants, vous ne faites pas apprendre uniquement des règles de grammaire et puis vous ne les faites pas réciter. Ils ne sont pas motivés. Donc déjà à l'époque, vous voyez, De Valange, il n'y a pas de faute d'orthographe. À l'époque, c'est comme ça qu'on écrivait s'enseigner et petit enfant sans le T. C'est après qu'on a complexifié le français. Une stupidité, vous voyez. Bon. Mais vous voyez, pour l'enseignement de la grammaire, eh bien, chaque règle de grammaire, c'était un petit gâteau, un petit four. Et donc, l'élève devait réciter la règle qui correspondait au petit gâteau. Et s'il récitait bien la règle, eh bien, il avait le droit de manger le petit gâteau. Et puis, il avait imaginé des jeux de cartes, des images, des bracelets, des éventails, des poupées, de l'imprimerie, de la musique et même de la grammaire digitale. Et on apprend en badinant sur les doigts, en jouant sur ses doigts. Vous voyez un petit peu la masse de techniques ludiques qui sont mobilisées pour l'enseignement des règles de grammaire latine. Tout simplement parce qu'avec les enfants, si vous ne les faites pas jouer, ben, il n'y a pas d'apprentissage. L'activité ludique est absolument essentielle, comme vous le savez, chez les enfants. Alors, on le retrouve, bien entendu, dans les orientations pédagogiques marocaines. Je pense que ça vient directement du cadre européen, parce qu'il y a un moment où on parle de l'utilisation, je crois, créative de la langue, et puis de l'utilisation ludique. Donc là, on ne parle que de l'utilisation ludique, c'est inspiré du cadre, mais heureusement, un peu plus loin, eh bien, vous avez ici, pardon, voilà, ça c'est le cadre européen, hein, voilà, aspect ludique de la langue, notamment à l'école primaire, hein, donc je passe sur le reste, mais un peu plus loin, toujours dans les orientations pédagogiques, sont cités le théâtre, le conte, les chansons, les comptines, les jeux éducatifs. Voilà. Bon, alors est-ce qu'on maintient les élèves français, les élèves marocains, toujours les petits élèves sur le théâtre, transcription de théâtre marocain, transcription de contes marocains, de chansons marocaines en français, je ne sais pas. Vous me le direz. Alors, tout ça, je vous renvoie à ce modèle 017 dans ma bibliothèque de travail. À quoi peut faire appel l'enseignant pour faire apprendre les élèves? Ben, à un certain nombre d'instances fondamentales, la raison, l'imitation, mémorisation, émotion, réaction, action, imprégnation, tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, si vous voulez, l'expérientiel correspond à ce qu'on appelle l'émotion. On fait appel à l'émotion. Et bien entendu, dans la perspective actionnelle, on va faire appel à l'action, mais avec les enfants, vous faites appel aussi à l'apprentissage par cœur, la mémorisation, et les enfants aiment bien imiter, par exemple, réciter. D'accord ? Voilà. Alors, je reviens à ces enjeux, et je vous disais que tous ces enjeux, en fait, didactiques, sont présents actuellement. Historiquement, c'est une succession de méthodologies constituées. On peut mettre des dates ici, d'accord ? Mais au niveau des grands objectifs sociaux, tous ces objectifs peuvent avoir leur pertinence à certains moments, avec certains élèves, pour certains types de besoins, et de besoins des élèves, de demandes des élèves. Okay ? Et donc, toutes ces méthodologies, en fait, on doit les considérer comme disponibles pour composer justement, le ou les menus méthodologiques que l'on va proposer aux élèves. Et donc, ce sont des méthodologies historiques, mais elles fonctionnent aussi comme des matrices disponibles. Donc voilà la présentation sous forme de matrice que vous retrouverez aussi donc, en bibliothèque de travail sur mon site, et vous avez le numéro sous les yeux, 073. Donc on ne va pas lire tout ça si vous voulez, on ne va pas lire tout ça parce que le temps passe très vite, et donc je veux avancer un petit peu plus. Donc on a vu, si vous voulez, cette première matrice-là. Cette matrice-là, elle correspond
massivement, si vous voulez, à un enjeu sur un texte qui est, qu'est-ce qu'on va demander aux élèves? On va leur demander, à l'occasion de la compréhension du document, donc c'est une méthode compréhensive, on va leur demander à l'occasion de la compréhension du document de mobiliser les connaissances langagières et culturelles qu'ils ont déjà, et on s'arrange pour que ces textes-là permettent justement la mobilisation des compétences langagières et culturelles, mais ne suffisent pas, si on travaille, si vous voulez, sur la zone proximale de développement de Vygotsky que vous connaissez. On propose des textes qui vont permettre aux élèves déjà d'appréhender, en tout cas au minimum globalement le texte, en mobilisant les connaissances langagières et culturelles qu'ils ont déjà, et on va les accompagner, les aider à partir de questions, à partir de consignes, à partir d'apports de lexique, de grammaire, de phonétique éventuellement, et bien sûr de culture. Eh bien, on va les étayer, comme on dit aussi en pédagogie vygotskienne, on va les étayer, les guider, les aider, en leur donnant ce qui va leur permettre d'extraire du document de nouvelles connaissances langagières et culturelles. Voilà, si vous voulez, l'enjeu actionnel, extraction, mobilisation, on est bien sur des actions d'apprentissage. Voilà, si vous voulez, le dispositif d'enjeu actionnel de ce qu'on appelle traditionnellement en français l'explication de texte. Voilà, l'explication de texte. Alors, il existe maintenant, ça c'est un modèle que j'ai proposé, que vous retrouverez aussi dans Bibliothèque de travail 041. Ce modèle s'est complexifié au fil des ans. Et ce que vous avez sous les yeux, en fait, eh bien, c'est ce que j'appelle l'analyse actionnelle du traitement didactique des documents authentiques, actuellement. Et ce modèle-là, je l'ai complété au fur et à mesure de l'évolution des manuels dans les différentes langues étrangères, en particulier en France, parce que j'ai vu que ça se complexifiait au fur et à mesure des années, et beaucoup plus récemment, j'ai rajouté évaluer, qui est véritablement évaluer le texte. Il est bien ce texte, ou il n'est pas bien ce texte. C'est ça, évaluer le texte. D'accord? Je ne pense pas qu'on demande aux élèves... Alors, un des problèmes des élèves français, ne parlons pas du Maroc, mais de la France que je connais bien, un des problèmes des mauvais résultats des élèves français en français langue maternelle aux enquêtes PISA, c'est que dans les enquêtes PISA, on demande aux élèves en particulier d'évaluer le texte et d'apprécier le texte. Mais apprécier, ça apparaît aussi dans Peirce. Est-ce que vous avez aimé le texte? Et dites pourquoi. Ça, jusqu'à présent, on ne le demande pas, ou très peu souvent, ou ça commence seulement, on commence seulement à le demander aux élèves français, jusqu'au baccalauréat inclus. Ça n'est que récemment qu'on leur demande de donner leur avis sur la manière dont l'auteur a présenté les contenus, sur les contenus eux-mêmes, sur sa manière de les présenter, d'évaluer en tant que lecteur le texte lui-même. Et puis de dire s'il a aimé ou pas, et bien entendu, on ne va pas se contenter de dire « ouais monsieur, moi j'ai aimé, ah bon, et toi tu n'as pas aimé ». Non, et pourquoi tu as aimé et pourquoi tu n'as pas aimé. Voilà. Si j'analyse les manuels des 6 premières années du manuel donc de français que Myriam m'a envoyé, dont elle vous a cité tout à l'heure, le titre, eh bien massivement, je n'irai pas dire qu'il n'y a que ça, mais vraiment massivement, les élèves se limitent à l'opération de repérage. Une des raisons, encore une fois, tout simplement, c'est qu'ils sont dans un système, non pas de connaissance, mais de reconnaissance, puisque les textes portent sur leur culture, sur la culture qu'ils connaissent déjà. Encore une fois, ce n'est absolument pas de ma part une critique quelconque, n'y voyez pas de critique, mais tout simplement une analyse. Alors, une analyse universitaire, qu'on appelle aussi une analyse critique, parce qu'effectivement, ça peut donner des idées, effectivement, de faire des critiques, mais il s'agit d'une analyse qui se veut uniquement descriptive. Il y a quand même, vous avez vu, les différents arguments que j'ai énumérés, qui sont de bons arguments pour, au départ, dans le système scolaire marocain, de se limiter à la culture marocaine. Alors voilà, repérage. Monsieur Purin? Oui, je vous en prie. Monsieur Purin, oui. Il est déjà à 17h30, le temps passe vite. Et le temps passe vite. Vous allez nous donner un petit peu de digérer, d'incorporer toutes ces informations. C'est parfait. Moi, ça va me permettre aussi de voir comment je peux
terminer tout ça parce que je suis à la page 30 sur 80. Donc, mais encore une fois, je vous enverrai de toute façon mon PowerPoint complet. Voilà, et ça c'est encore... voilà, alors, merci, M. Purin, pour... Je vous en prie. Je vous en prie, allez-y. On était là. Merci pour cette première... partie de la conférence. Voilà. Merci pour cette première phase de la conférence. Voilà, une première phase. Intitulée Didactique scolaire des langues culture, mise en œuvre de la composante co-culturelle dans les séquences de classe ou unités didactiques pour jeunes apprenants, dans laquelle vous avez essayé un petit peu de croiser l'approche actionnelle avec l'étude des manuels scolaires, et pour ce faire, vous êtes parti d'abord sur une définition des concepts sur la coaction, sur la co-culture, sur la composante culturelle, de la composante culturelle, de la perspective. Puis vous avez présenté donc une problématique, au fait, c'est comme exemple celle de la gestion de l'hétérogénéité, comment elle est traitée, que ce soit en France par exemple, ou bien au Maroc d'une part, appelée donc la pédagogie différenciée, ou bien comment elle est présentée dans les pays du Nord, surtout en Allemagne, en tant que en donnant bien sûr des séquences d'apprentissage autonome aux élèves pour qu'ils puissent faire évoluer et faire évoluer leur niveau. Par la suite, donc, il y a une certaine comparaison entre, surtout en anglais, entre le manuel scolaire en anglais et le manuel français. Et que vous avez remarqué qu'il y a effectivement une ressemblance, puisque dans les deux, il y a une entrée par thème et l'idée du projet de classe, elle est présente. Et vous avez dit que lorsqu'on traite un manuel scolaire, on devrait bien sûr faire attention à ce qu'on appelle les 5 domaines d'action didactique, l'éducation, l'usage, l'apprentissage, l'enseignement et enfin l'évaluation. Dans la perspective bien sûr d'une finalité bien précise, à savoir le projet de formation d'un citoyen. Mais quand même, en faisant cette étude comparative, il y a quand même des remarques à faire, et surtout concernant le manuel scolaire, c'est que le manuel scolaire marocain, par exemple, se base initialement sur une situation de communication qui traite d'une culture locale. Et de ce fait, l'aura culturelle, elle est présente, mais sans pouvoir visiter d'autres civilisations. C'est-à-dire, il n'y a pas de, si vous voulez, de co-culturel, si vous voulez. Donc, il n'y a que la culture locale. Et vous avez présenté plusieurs arguments éducatifs, pédagogiques, didactiques. Et donc, il y a absence, si vous voulez, de l'interculturel dans les manuels scolaires. Et vous avez donné l'exemple de mes apprentissages en français. Et donc, il serait donc difficile de présenter, si vous voulez, une critique, de faire une critique, bien sûr, de cette culture locale, puisque elle est la nôtre et on est en train de l'étudier. Par la suite, vous êtes passé à la relation enseignement-apprentissage. Et là, vous avez dit qu'il y a une disproportion très claire entre ce qu'avance, par exemple, le Conseil supérieur de l'enseignement et ce que nous avons dans les manuels scolaires. Alors, ce qu'avance le Conseil supérieur de l'enseignement, il est beaucoup plus ouvert, il est beaucoup plus avancé, alors que les manuels scolaires, eux, sont plus réducteurs. Puis, vous avez présenté les 4 grandes compétences sociales qu'on devrait avoir, s'informer sur les autres, rencontrer les autres, vivre avec les autres et agir avec les autres. Et donc là, on est pleinement dans la perspective actionnelle. Après, vous avez défini la notion de l'expérientiel, dans le but de montrer qu'il s'agit d'une certaine mobilisation de plusieurs compétences, à savoir l'affectif, le spontané, l'authentique, le vécu, etc. Et on s'est arrêté sur les matrices méthodologiques, surtout en didactique, comment traiter par exemple le traitement didactique des documents authentiques. Et vous avez pu montrer excellemment qu'il y a toujours de l'action lorsqu'il s'agit d'extraire, de mobiliser les connaissances, que ce soit ces connaissances langagières ou bien des connaissances culturelles. Et dans le traitement des textes, par exemple, vous avez plutôt attirer l'attention sur un élément qui est très important, bien sûr,
qui vient de la perspective actionnelle, c'est le fait d'ajouter le mot d'évaluer et le mot apprécier. Donc effectivement, est-ce qu'un lecteur pourrait, notamment un lecteur élève, est-ce qu'il peut évaluer, est-ce qu'il peut apprécier? Pour pouvoir apprécier, donc il y a bien sûr, là on est dans ce qu'on appelle la théorie de la réception. Est-ce qu'on a des horizons d'attente? Est-ce qu'on est devant un élève critique? Est-ce que l'élève peut participer à la construction du sens? Donc ce sont des questions qui peuvent se poser. Est-ce qu'on a cette compétence? Voilà, donc grosso modo les traits de votre intervention. Est-ce que je peux juste la parole à... Est-ce que je peux juste intervenir sur votre intervention? Je vous remercie pour cette synthèse qui est parfaite. Je voulais juste pointer deux choses. Dans BusyBox, le manuel d'anglais, il n'y a pas d'entrée par les thèmes. Oui. L'entrée est directement par le projet. C'est une différence avec le Maroc où il y a d'abord la thématique et ensuite le projet à l'intérieur de la thématique. Dans BusyBox, l'entrée est par le projet. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir ensuite, du point de vue thématique, il peut y avoir une gestion différente de la culture de l'élève ou de la culture anglaise, si vous voulez. Ça va dépendre peut-être des réactions des élèves. La deuxième chose, c'est que je pense que tout le choix marocain pour les six premières années de l'enseignement du français, c'est vraiment de mettre l'accent sur la coculture. Et pourquoi est-ce qu'on se limite à la culture marocaine? Pour que justement tous les élèves partagent exactement la même coculture. Alors que si on est sur la culture étrangère, eh bien on est sur des éléments étrangers du point de vue culturel et qui vont poser justement des problèmes d'interculturel, quoi. La coculture, ce n'est pas forcément des cultures différentes. En l'occurrence, le choix du Maroc, c'est bien un choix de coculture, mais de coculture unique. Et la coculture unique choisie, c'est celle du Maroc, justement, pour qu'elle soit, dès le départ, immédiatement et constamment partagée par l'ensemble des élèves. Voilà. Je crois qu'il y a plusieurs... je ne sais pas, plusieurs collègues qui ont demandé la parole, donc excusez-moi. Mais encore une fois, merci pour votre synthèse. C'est le plaisir pour nous. Je ne sais pas si c'est Myriam qui... Alors, Myriam Dechri, donc est-ce que vous voulez que je donne la parole aux invités ou bien... D'accord. On commence par le premier intervenant. Oui. Monsieur Saïd Hussein. On va lui ouvrir le micro. Oui, il faut lui ouvrir le micro. Est-ce que vous me recevez? Oui, très bien, Monsieur Saïd. Alors, bonjour, merci. Oui. Merci, chère Myriam. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à tous les membres du comité d'organisation. Merci également à Monsieur Christian Puren d'avoir accepté l'invitation du Centre de formation des inspecteurs. Et merci encore une fois pour cette rencontre vraiment très riche et très enrichissante sur laquelle on doit forcément revenir et relire plusieurs fois. Merci également à notre auguste professeur, Monsieur Moujahid, pour la participation et la modération de cette rencontre. Merci à lui encore une fois parce qu'à chaque fois, il tente avec brio de joindre non seulement l'utile à l'agréable, mais toujours la langue, la communication à la philosophie. Et c'est tant mieux. Alors, permettez-moi uniquement, je voudrais juste, puisque c'est une rencontre vraiment qui m'interpelle beaucoup, parce que je travaille dans le cadre de mon projet de fin de formation sur cette question de l'interculturalité. J'aurais aimé dire, mais malheureusement, parler de coculturalité, parce que à travers cette intervention, j'ai pu constater en fait la nuance qu'il y a entre interculturalité et la coculturalité. C'est en grande partie grâce à l'intervention de M. Purin, donc je vous en remercie encore une fois. La question de la didactique des langues, culture, on sait très bien qu'elle revêt une importance majeure dans le système éducatif national qui nous intéresse marocain, mais aussi elle revêt une certaine délicatesse particulière.
parce que, comme vous le savez, messieurs, le paysage linguistique marocain est marqué par la diversité. Qui dit diversité dit aussi complexité. Il y a l'arabe dialectal, classique, l'amazigh en tant que langue officielle aussi, mais il y a beaucoup de langues étrangères avec une certaine prédilection, on va dire, à la langue française. Mais récemment, il y a aussi une demande accrue de la part des citoyens marocains sur toutes les langues étrangères, notamment l'anglais, le chinois, etc. Alors c'est pour toutes ces raisons que en tant qu'inspecteur stagiaire, cette question nous intéresse beaucoup et amplement. La question de l'interculturalité, ou soi-disant plutôt, coculturalité, pour parler comme vous, Monsieur Puren. Donc, cette question s'impose avec acuité même, et c'est normalement à travers l'école, à travers les curricula qu'il faudrait passer pour travailler cette question. Donc, je ne vais pas revenir encore une fois sur ce que vous avez abordé parce que on n'aura pas tout le temps. Donc, juste une petite question pour vous, Monsieur Puren. Est-ce que, ou bien comment, c'est-à-dire, on peut, nous, en tant qu'enseignants, en tant plutôt qu'inspecteurs, travailler sur des projets de formation avec des enseignants? Parce que c'est ça, en fait, notre tâche principale, c'est de pouvoir piloter des projets de formation avec les enseignants pour pouvoir intégrer cette composante culturelle et lui donner la place qu'elle mérite. Parce que, et vous avez fait ce constat vous-même, on voit très bien dans la pratique, sans pouvoir bien évidemment préjuger les pratiques enseignantes, loin de là, mais on voit très bien que ce sont les composantes toujours linguistiques, quelquefois pragmatiques, qui on va dire, prennent le devant de la scène pédagogique et didactique, c'est-à-dire au niveau de la réflexion, mais au niveau aussi de la pratique. Alors, comment peut-on, nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'inspecteurs, travailler avec des enseignants sur des projets, justement, pour essayer de travailler sur cette composante culturelle, parce qu'il semble que notre travail ne va pas dérober du projet, hein. C'est ce que j'ai pu retenir de votre communication. Le projet est un concept très central pour pouvoir travailler sur cette question de culturalité. Voilà, donc en gros, c'est vrai que votre communication était très riche en pistes, en matrices, sur lesquelles on va revenir pour essayer de concevoir des formations dans ce sens. Mais j'aimerais uniquement savoir votre point de vue là-dessus et sur quel type de projet peut-on travailler. Et voilà, donc, puisqu'on est en culture, je vous dis shukran et terminé. Si je peux... Bon, merci pour la question. C'est normal qu'en tant qu'élève inspecteur, vous posiez la question de la formation. Et j'ai réfléchi depuis longtemps sur la question de la formation. Je crois que le premier article, c'était la problématique de la formation dans la période éclectique actuelle. Ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, la formation des enseignants était la formation à la méthodologie dominante du moment. Moi, j'ai vécu l'époque de la formation. J'ai été formé en français langue étrangère à la suite de mon agrégation d'espagnol, et puis j'ai fait un stage d'1 an de professeur d'espagnol en France. Je ne voulais pas faire mon service militaire, donc j'ai demandé la coopération civile. J'ai eu la chance d'être nommé lecteur de français dans une université au Venezuela. C'était au tout début des années 70. C'est ce qui m'a un petit peu lancé d'ailleurs en didactique des langues, hein. Mais avant de partir au Venezuela, on m'a envoyé pendant 1 mois me former à ce qu'on appelle maintenant la didactique du français langue étrangère. Et ce stage, écoutez bien, s'appelait Formation à l'utilisation de Voix et Images de France. Voix et Images de France était le manuel audiovisuel du CREDIF, c'est-à-dire le grand manuel de référence de l'époque, de mise en œuvre de la méthodologie audiovisuelle. Former un enseignant, c'était le former à utiliser le manuel qui lui-même mettait en œuvre la méthodologie dominante. Donc vous aviez un principe de cohérence, et à ce moment-là, la formation était très facile, puisque ça a été la même chose après avec l'approche communicative, que j'ai vécue aussi.
des formateurs qui formaient des enseignants, on les formait à la méthodologie dominante du moment qui était l'approche communicative. J'ai entendu dire que certains formateurs pensaient aussi maintenant former à la perspective actionnelle. Pour moi, c'est une erreur. Parce que ce qui caractérise la perspective actionnelle, justement, c'est son pouvoir d'intégration de toutes les matrices méthodologiques que j'ai présentées tout à l'heure. L'activité de référence en perspective actionnelle, c'est le projet. Et le projet, justement, est un intégrateur méthodologique, mais c'est aussi un intégrateur culturel. C'est-à-dire, lorsque vous travaillez sur un projet, vous faites travailler les élèves aussi bien sur le métaculturel que sur le transculturel, que sur le métaculturel, l'interculturel, le pluriculturel et le co-culturel, qui sont les quatre composantes de la compétence culturelle. Donc c'est vrai qu'on met en avant, et je mets en avant dans ma conférence le co-culturel et la co-culturalité, mais c'est parce que pour bien travailler avec les autres, c'est ça un petit peu l'enjeu du co-culturel en termes de culture d'action, bien travailler avec les autres. Mais c'est évident que les connaître, ça aide. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le métaculturel. Le méta dans le sens de méta-langagier. Connaître les mots, connaître ce qui permet de connaître le langage. D'accord ? Le métaculturel, les connaissances culturelles. Ça aide de travailler avec quelqu'un d'une autre culture que de connaître quelque part, de connaître un petit peu sa culture. Ça aide aussi d'être attentif aux phénomènes interculturels, aux incompréhensions, aux stéréotypes que l'on a. Ça aide d'avoir pris de la distance par rapport à sa culture personnelle. Ça, c'est l'interculturel. Ça aide aussi de pouvoir se mettre d'accord rapidement sur des attitudes et des comportements qui soient communs. Ça correspond à la composante pluriculturelle, le vivre ensemble. Et puis enfin, vous avez la composante spécifique qui est le co-culturel, qui sont les conceptions partagées. Donc, toutes ces composantes de la compétence culturelle aident à travailler ensemble. Mais elles sont au service de la composante centrale de l'action, qui est la co-culture. Mais à la limite, je vais vous donner un exemple. Parfois, ça choque que je dis ça dans certains pays. Mais un bon étudiant, c'est quelqu'un qui, à la limite, est capable de dire d'un enseignant « je ne passerai pas une minute à une terrasse de café avec lui ». Il est insupportable. Il est orgueilleux, il nous prend de haut, il nous méprise. Donc, vivre avec lui, même vivre quelques moments de l'interculturel, discuter avec lui, je ne veux pas. Il est insupportable. Mais c'est un bon professeur. Oui. Un étudiant qui est capable de dire ça, c'est un étudiant qui a fait la différence entre l'interculturalité et la co-culturalité. Il a une très mauvaise image l'image de l'enseignant est très mauvaise, l'image de la personne de l'enseignant est très mauvaise, mais il n'empêche qu'il a une bonne image de l'enseignant en tant que professionnel. Il fait la différence entre l'interculturel et le co-culturel. À la limite, dans une entreprise, on ne demande pas aux gens d'avoir une bonne idée, une bonne représentation les uns des autres, mais de travailler correctement, de travailler efficacement ensemble. Et un bon professionnel, je pousse le paradoxe, un bon professionnel, c'est quelqu'un qui est capable de bien travailler, même avec des gens dont il a une mauvaise image. Okay ? Ça aide d'avoir une bonne image de son camarade de travail. Mais on voit très bien quand même que ce n'est pas la même chose. Voilà, excusez-moi, je me suis allongé, j'ai un petit peu allongé ma réponse, mais j'ai avancé déjà des choses que je voulais dire auparavant. Hein. Le co-culturel, ce n'est pas le sésame. Ce qui m'intéresse dans le co-culturel, c'est son pouvoir d'intégration des autres composantes culturelles que l'on a vues successivement privilégiées dans la succession des méthodologies constituées. Il est temps maintenant, si vous voulez, de ne pas dire, bon, maintenant c'est la coculturalité, on ne parle que de ça. Non, la coculturalité permet justement d'intégrer tout ça, de même que la pédagogie de projet permet d'intégrer toutes les méthodologies correspondantes. Voilà, j'arrête là peut-être parce que, bon, merci. On pourrait... Merci. Alors, on donne la parole maintenant à Madame Naïma. Et j'espère que les questions seraient plus précises. Merci.
Oui, merci, Monsieur Mjahid. Bonjour, Monsieur. Vous m'écoutez? Oui, oui, je vous entends très bien, merci. Oui. Alors, bonjour, Monsieur Puren, bonjour, Monsieur Mjahid, bonjour à tous mes collègues. Alors, premièrement, merci, Monsieur Puren, pour cette riche conférence. Ravi d'être parmi vous. Alors, vous avez fait une lecture du nouveau curriculum marocain et aussi une lecture du livre Mes apprentissages. Et vous avez constaté qu'il y a un travail massif sur une opération, plus exactement l'opération du repérage, l'extraction des informations au détriment des autres opérations, à savoir faire les inférences, l'évaluation et la critique. Je confirme ce constat parce que j'ai fait moi aussi une petite analyse du nouveau curriculum, surtout des années première, deuxième, troisième et quatrième année, niveau langue arabe. J'ai obtenu à peu près le même résultat, qu'on travaille plus sur le repérage que les autres opérations. Et c'est peut-être que c'est pourquoi le Maroc obtient un résultat très bas dans l'étude PIRLS. Alors, moi, je vais être plus pragmatique. Alors, d'après vous, Monsieur Purin, qu'est-ce que vous pouvez nous suggérer pour dépasser cette situation à partir de votre riche expérience et de l'expérience de la France elle-même? Parce que d'après mes recherches, j'ai constaté que la France aussi a des résultats approximativement. Elle retombe dans le concours de PISA et PIRLS. Alors, au niveau du curriculum, qu'est-ce que vous pouvez nous suggérer et les orientations pédagogiques? Merci à vous, Monsieur Perrin. Merci à vous pour la question. Merci, Madame. L'analyse par les spécialistes des mauvais résultats des élèves français, en particulier à PISA, c'est que bon, ils sont des champions du repérage. Ce sont des champions du repérage. Et c'est pas étonnant parce que massivement, c'est ce qu'ils font, si vous voulez. Alors que les travaux des spécialistes de la lecture, vous avez parlé, Naïma, d'inférence, par exemple. Les travaux sur la lecture montrent l'importance justement le repérage, en fait, c'est le début du travail. Ce sont les éléments sur lesquels ensuite on va réaliser ces autres opérations langagières. Alors, je crois que cette formation le dispositif que j'ai montré là, que j'ai élaboré pendant un travail de 3 ans au ministère algérien, parce qu'ils ont les mêmes problèmes aussi en Algérie. Je travaillais aussi sur l'arabe, l'amazight, le français, l'anglais et l'espagnol en même temps. Ce travail-là, il doit être fait d'abord en arabe, ou il ne sera pas fait. Hein. Ça, c'est clair. C'est d'abord dans la langue, sinon maternelle, parce que vous avez en plus le problème de l'arabe dialectal et de l'arabe littéral. Ce travail doit être fait d'abord dans la langue la plus proche de celle des élèves, quoi. Mais je suppose qu'avec les très jeunes élèves, le travail sur ces opérations langagières, vous allez dire, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais quelque part avec les très jeunes élèves, il va se faire en arabe dialectal ou il ne se fera pas. Et vous savez que les 3 ans que j'ai travaillé en Algérie, c'était l'ancienne ministre de l'Éducation qui est avec laquelle j'ai travaillé, enfin avec ses conseillers et puis les inspecteurs centraux. Elle s'était fait menacer de mort par des islamistes, tout simplement, parce qu'elle avait dit qu'il lui semblait naturel que lorsqu'on accueillait les petits-enfants à l'école, on leur parle en arabe dialectal, et non pas en arabe standard ou littéral ou littéraire, je ne sais pas comment vous l'appelez, qu'ils ne comprenaient pas, vous voyez. Mais je sais que c'est un thème qui est très, très délicat, du point de vue politique, idéologique, religieux. Mais encore une fois, ce travail-là, il est fait dans la langue de l'élève au départ, et c'est extrêmement difficile de pouvoir former les élèves à ces opérations cognitives qui sont de haut niveau
si en plus ils ont la difficulté de l'expression. Enfin, je ne sais pas si la collègue Naïma, puisque c'est Naïma son nom, je ne sais pas si elle est d'accord avec moi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut... C'est d'abord l'enseignement de la première langue à laquelle il faut penser, introduire des textes qui soient des textes riches, qui aient de l'implicite, qui aient des connotations, qui présentent non pas seulement ce que l'élève s'attend à voir, mais des choses différentes, des comportements bizarres, des comportements déviants, des comportements qui poussent à la réaction, au jugement. Le fait de dire que l'élève dise « moi je ne ferai pas ça, c'est pas bien ». Mais les textes marocains sont des textes moralisateurs. L'élève ne peut jamais dire tel personnage, je ne suis pas d'accord avec lui, il n'aurait pas dû le faire. Ah bon, pourquoi il n'aurait pas dû le faire? Parce que ceci, parce que cela. Et là, on est sur l'interprétation. Quand on dit, moi à sa place, je n'aurais pas fait ça, on est sur une autre opération cognitive qui est comment? La transposition, c'est-à-dire on transpose le personnage, on le transpose dans sa propre chair, en quelque sorte, et dans son propre référentiel. Moi, à sa place, je n'aurais pas fait ça. Ou au Maroc, on ne fait pas ça. Au Maroc, on n'aurait pas fait comme ça. Et vous voyez, quand je dis au Maroc, on n'aurait pas fait comme ça, ça veut dire forcément qu'il y ait aussi des textes qui soient d'autres cultures, auxquels l'élève puisse se confronter. C'est uniquement en se confrontant à d'autres cultures qu'il a la possibilité effectivement de mettre en œuvre toutes ces opérations cognitives. S'il ne fait que de la reconnaissance culturelle, forcément il se limite au repérage. Voilà, je ne sais pas si... Merci. Donc, je donne la main maintenant à M. Rachid Merzougi, et je pense que pour les autres, ils vont nous envoyer leurs questions écrites qu'on va poser par la suite, ou bien qu'on va envoyer à M. Purin pour qu'on puisse lui laisser le temps de finir son intervention. Allez-y, M. Merzougi. Merci, M. Moujahid. Bonjour tout le monde. Bonjour. D'abord, vous m'écoutez bien. Je vous entends. Merci bien infiniment à vous, M. Chrétien Puren. Merci de nous avoir d'abord honorés durant cette communication. Monsieur Moujahid, merci infiniment également à vous pour votre participation et pour votre aussi voyage philosophique au début de cette conférence. Et un grand merci à tous les membres de la comité d'organisation de cette conférence. J'ai deux petites questions à la va-vite à M. Puren. D'abord, on est tous d'accord que le cadre européen commun de référence pour le monde, il constitue un document dont plusieurs didacticiens à travers le monde s'inspirent pour élaborer leur méthode d'enseigner les langues étrangères. Et M. Puren, vous insistez en maintes reprises que derrière ce cadre de référence, il y a une idéologie de démocratie, de citoyenneté, d'interculturel. Ma question est la suivante. Est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il y a une recette pour les pays en voie de développement, en voie de démocratie, comme le cas du Maroc? Est-ce qu'il y a une recette pour, par exemple, le Maroc à adapter les principes de ce cadre de référence à leurs besoins et à leurs circonstances socio-économiques et politiques? Ça, c'est la première. La deuxième question se rapporte à la relation langue maternelle, langue étrangère. Et vous avez évoqué le cas de la France par rapport à la langue étrangère anglaise. Est-ce qu'il y a un impact direct de la maîtrise de la langue maternelle sur l'efficacité d'un enseignement-apprentissage d'une langue étrangère? Autrement dit, est-ce qu'un apprenant qui communique et agit aisément et bien en sa langue maternelle a plus de sens à bien communiquer et à agir dans une langue étrangère? Bien sûr, il y a d'autres questions que le temps ne permet pas de l'aborder. Il y a la question de le coût, vous avez parlé du coût à intégrer la culture dans la langue cible, etc.
Alors, je vais laisser ces questions ultérieurement, Inch'Allah, par écrit. Merci infiniment à vous, M. Puren, et merci à tous les membres qui ont assuré cette riche conférence. Merci, M. Mzougui. Donc la deuxième, excusez-moi, la première question portait sur le cadre européen. Bon, je ne sais pas si vous avez parcouru un peu mes travaux, je suis extrêmement critique vis-à-vis du cadre européen commun de référence, pour un ensemble de raisons. C'est vrai qu'il y a des très grandes déclarations généreuses et de valeurs démocratiques mises au départ, mais en fait, tout ça, c'est quelque part une opération pour faire passer un système d'évaluation qui est un système d'évaluation qui provoque des catastrophes au niveau des systèmes scolaires. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un système d'évaluation uniquement sommative, de type certificative, et utiliser les échelles du cadre comme modèle d'évaluation scolaire, ça a provoqué, y compris en France, des régressions catastrophiques en termes de perception de la complexité de l'évaluation scolaire. Si ce sujet vous intéresse particulièrement, vous m'écrivez et je vous renverrai les références de mes travaux correspondants. Le titre du cadre, c'est « Apprendre, enseigner, évaluer ». Mais on se moque du monde, parce qu'en fait, ils disent qu'on ne sait pas comment on apprend, donc on ne sait pas très bien comment on enseigne. Et en fait, le cadre a eu le succès qu'il a eu uniquement par ses échelles de compétences, par ses niveaux de compétences, par ses échelles de compétences. C'est pour ça qu'il a été diffusé. Mais utiliser le cadre comme un modèle, par exemple, de construction des programmes scolaires, c'est une régression catastrophique. Voilà, malheureusement, je ne peux pas m'étendre sur la question. La deuxième, excusez-moi, du coup, j'ai oublié votre deuxième question, mais elle était très ponctuelle. Et parler de l'impact de la langue maternelle sur l'apprentissage. Oui. Je ne suis pas un spécialiste des neurosciences, ni de l'apprentissage, ni de la psychologie de l'apprentissage, mais il me paraît évident et il me paraît prouvé empiriquement que on apprend, mieux on maîtrise la langue 1 et mieux on apprend la langue 2. Il y a un constat empirique que vous connaissez bien. Ce sont tous les immigrés de la première vague, les immigrés marocains, tunisiens, algériens de la première vague des années 50-60 en France, qui n'avaient pas été scolarisés dans leur propre pays. Vous les entendez parler français maintenant, les Chibani et les Chibaniès. Ils ne connaissent pas bien le français, ils ne connaissent plus l'arabe, même plus l'arabe dialectal. Le fait d'avoir été scolarisé dans sa propre langue permet justement d'analyser la langue étrangère et de s'approprier la langue étrangère. Ça, c'est une évidence, si vous voulez quoi. Une bonne maîtrise scolaire de la langue 1 est une condition indispensable pour en milieu scolaire, arriver à une bonne maîtrise scolaire de la langue 2. Et ce que je dis de manière générale, ça vaut justement pour les compétences de compréhension de l'écrit. Ce que je vous disais là du dispositif, des opérations cognitives qui encore une fois, j'ai reconstitué à partir de l'histoire l'histoire des méthodologies en ce qui concerne la compréhension de l'écrit en France, mais ça a été enrichi après avec Peirce pour apprécier et PISA pour évaluer, pardon. Eh bien, ce dispositif-là, s'il n'est pas acquis ou s'il n'est pas travaillé de façon intensive parallèlement en langue 1, c'est extrêmement difficile de le mettre en place en L2, c'est évident. C'est évident. Voilà pour la réponse à la deuxième question.